Bernard Louis-Marie Désert. Je suis né à Saint-Cloud, qui était à l'époque en Seine-et-Oise, et non pas comme aujourd'hui dans le Val-de-Seine. Hein. Et par conséquent, je suis proche de Paris, j'ai toujours été proche de Paris. J'ai fait des études à Versailles, et puis ensuite, j'ai été au quartier latin, à la Sorbonne, à l'Institut de géographie. J'ai fait 4 ans d'études à l'Institut de géographie, sous la direction de professeurs éminents qui m'ont formé, vraiment, avec qui j'ai fait des voyages. Et puis, vous voyez, j'ai été pris par justement cette ambiance tout à fait intelligente qui consistait à s'ouvrir sur le monde. Donc, moi, j'avoue, j'ai découvert le monde et je trouve d'autant mieux que je suis croyant en même temps. Parce qu'on alliait toujours dans mes propos la géographie physique et la géographie humaine. Une ville, par exemple, puisque je me suis occupé surtout de géographie urbaine sous la direction du professeur Jean Bastier à Sorbonne, eh bien, toutes les villes ont des bases naturelles. Toutes les villes ont des attirances pour les hommes en fonction de leur site. Et donc le site, c'est très important. Et moi, je ne comprends pas les gens qui aujourd'hui méprisent les sites. Les sites sont importants. Regardez, une cathédrale, par exemple, se situe toujours sur un point haut, parce qu'il faut qu'on la voie de partout. Une mairie, c'est un peu ça aussi, vous voyez. Et les grandes avenues ont lieu en fonction de perspective. Les Champs-Élysées, par exemple. Vous voyez, vous songez qu'à l'époque de Louis XIV, on avait déjà conçu les Champs-Élysées pour que ce soit un axe entre Versailles et Paris. Imaginez un peu par Sèvres. Oui. Par Sèvres, vous voyez, Sèvres, Chaville, Viroflay, Versailles. Bon. C'est admirable. Alors donc, vous voyez, moi j'ai toujours pensé que la géographie devait être d'abord spatiale, d'après son nom, hein, description de la Terre. Et que l'homme, il est d'une certaine manière créateur, mais en même temps obligé de tenir compte de la nature. Il ne peut pas, s'il la méprise, il risque fort de connaître de terribles accès, les tsunamis, les tremblements de terre, etc., les glissements de terrain. Bon. Donc, voyez-vous, on ne peut jamais négliger la partie géographie physique. Alors, j'ai toujours été dans ma carrière scolaire, premier prix d'histoire de géographie, paraît-il. Ça n'a jamais bon. On fait confiance. Oui, mais j'ai même eu, un moment avec ma thèse, j'ai même eu le grand prix de la Société de géographie. Oui. Alors, ma thèse était sur la croissance industrielle et urbaine d'une région de France, la région de Belfort-Montbéliard, oui, parce que c'est le siège de 2 grandes usines qui ont eu un rayonnement international, Peugeot et Alstom. J'ai décidé de faire cela parce que ma femme de l'époque, ma première épouse, était originaire de Montbéliard, à côté de Sochaux, donc de Peugeot, et il se trouvait que mon beau-père, qui était épicier de grande finesse, était le fournisseur de toute la famille Peugeot à Valentinier. Donc j'ai eu l'occasion, l'honneur, de voir les très grands dirigeants pendant que je faisais ma thèse. Ce qui m'ont permis de pouvoir circuler comme je le voulais dans l'usine, dans les bureaux. Même j'ai eu le droit à la comptabilité, j'ai pu exploiter un tas de choses. Ma thèse est évidemment riche en conséquences, je vous la présenterai de tout à l'heure si vous voulez. Hein, elle est dépassée maintenant. Mais elle était importante, d'autant plus qu'en même temps j'étudiais l'autre fief de la région, l'Alstom, qui était spécialisé dans le grand matériel mécanique, les turbines, et puis, vous savez, une bonne partie de l'hydraulicité alpine et ailleurs. Et puis, deuxièmement, dans les locomotives électriques, qui ont même eu, à un moment, le record du monde de vitesse sur rail. C'est vous dire que les 2 firmes ont eu une influence qui n'était pas seulement régionale ou nationale. À un moment, Alstom avait 88 clients dans différents pays du monde. C'est vous dire. Aujourd'hui, ils sont concurrencés par Bombardier, le Canadien, par d'autres. Bon. Et Peugeot, la même chose. J'ai décidé de faire cette thèse sur Peugeot et Alstom parce que ça me permettait en même temps de comprendre, si vous voulez, un aspect important de la géographie, qui est le rôle joué par les élites.
C'est une chose qui m'a toujours intéressé, quel que soit le pays. Les grands créateurs ont été des gens qui avaient un plan organisé de père en fils et qui poursuivaient toute une œuvre. Carnegie, par exemple, Ford, on pourrait prendre tous les exemples possibles imaginables dans le monde, et on verrait qu'ils ont créé même des ensembles, des villes, des régions même, hein, et ils ont marqué profondément chacun leur époque. Et ceci, c'est vrai depuis l'Antiquité. Le siècle de Périclès a déjà connu ça. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. C'est ça, surtout, que j'ai fait dans ma vie. J'ai essayé de montrer que les grandes activités étaient liées à des gens qui avaient une continuité d'esprit scientifique considérable, ouvert largement sur le monde, et c'est ça qui a fait évidemment leur puissance, leur réunion, leur renom, hein, encore aujourd'hui. Bon. Je déplore qu'actuellement, même les enseignants, les professeurs du supérieur ne sont pas assez créatifs. Ils sont des gens souvent qui reproduisent ce que d'autres ont déjà dit d'une manière différente. On le voit en ce moment pour... Et vous parlez en connaissance de cause, parce que vous avez enseigné dans votre longue carrière professionnelle, vous avez enseigné. Voilà, voilà. Alors, j'ai donc enseigné d'abord dans le secondaire. Hein, je connais, vous voyez, toutes les classes du secondaire, depuis la 6e à la classe terminale. J'ai enseigné dans les classes préparatoires à plusieurs reprises, notamment à Louis le Grand. Et puis, après, j'ai été élu à Nanterre, au moment où cette université était créée. J'ai eu droit aux journées de mai 68, et à Cohn-Bendit, en face de moi, dans l'amphithéâtre. Bon, ça s'est bien passé, mais enfin, on a discuté assez vivement parfois. Même il m'a quasiment insulté, mais enfin... Aujourd'hui, au contraire, il est bien avec moi. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'un enseignant, il doit être au service des étudiants, c'est-à-dire les écouter. Il faut connaître que trop de collègues ne les écoutent pas assez. On a tendance à être trop fiers. Et on dit, on connaît les choses, etc. Eux, c'est des minus. Hein. Or, il faut les ouvrir. C'est difficile, mais vous voyez, moi, ce qui me passionnait le plus, c'était de former, en somme, des gens qui réfléchissent, qui ne se contentent pas de rabâcher d'après des livres. J'ai cherché avant tout à former des enseignants, ça c'était mon rôle principal. Deuxièmement, à participer à la connaissance du monde. Donc j'ai participé à beaucoup d'assemblées, de colloques, etc. J'ai même été à un moment élu responsable d'un groupe de recherche de l'Union géographique internationale, sur le plan mondial, et j'organisais des congrès tous les 4 ans. C'est comme ça qu'on a été à Rio de Janeiro, je sais pas, à Shanghai, etc. Je connais un peu le monde entier, vous savez, par mon métier. Mais c'était passionnant, parce qu'on recevait un tas de gens qui avaient leurs idées, qui avaient parfois des idées très différentes de nous, hein, notamment les Chinois ou les Japonais, mais c'est très, très intéressant, ça. Et il ne faut pas faire fi des autres, il faut essayer de voir pourquoi ils ont ces idées-là. Et parfois, on en apprend. Alors maintenant, je vous explique pourquoi j'ai été en Algérie. Il s'est trouvé que j'ai passé le concours d'agrégation et l'inspecteur général qui était membre du jeu à l'époque, qui s'appelait François, Louis-François, avait organisé un système de soutenance de recherche pour les jeunes enseignants, qui s'appelait les bourses Zelidja. À l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça dans votre jeunesse, mais il y avait dans tous les lycées. Et ceux qui pouvaient être victorieux du concours, ils avaient droit à une aide pour faire une recherche précise dans une région. Zelidja, c'est une ville du Maroc dans laquelle il y a des mines de plomb et de zinc. Et les mines de plomb et de zinc de Zelidja appartenaient à un monsieur qui habitait Montbéliard, qui s'appelait Walter. L'inspecteur général, sachant que j'enseignais à Montbéliard et que ma femme était de Montbéliard, me dit j'ai pensé pour vous quelque chose de bien, accepteriez-vous d'aller au Oran? Alors je lui ai dit pourquoi? Eh bien, moi je vous nomme au lycée La Mauricière au Oran. À l'époque, le lycée La Mauricière, c'était un des plus grands lycées d'Afrique du Nord, avec le lycée Bugeaud à Alger. C'était 1959. Je suis parti là-bas sans aucune idée de l'Algérie même.
On me disait Algérie, c'est la France. Et j'ai été très étonné en arrivant. J'ai vu que ce n'était pas du tout la France. C'était à la fois la France, si on veut, administrativement. Le lycée, par exemple, était, comme tous les lycées de France, organisé avec proviseur, censeur, si vous voudrez, bon, et professeur. Mais j'avais affaire à des enfants et à des adolescents qui étaient soit d'origine espagnole, parce que la ville avait été un présidio espagnol depuis le Moyen-Âge, soit à des berbères, Benistacène, qui était proche du Maroc, et même à de jeunes Marocains qui étaient à l'époque internes. Donc j'ai eu l'occasion de voir des familles, tous ces gens-là, parce que l'idée de l'inspecteur général, c'était de me faire une thèse sur les rapports algéro-marocains et les confins algéro-marocains, évidemment, de Tlemcen, etc., les Dormats. Il m'a procuré, du reste, des sauf-conduits pour aller au Maroc. J'ai même été reçu chez le roi, au Maroc, à Hassan II, parce que ça les intéressait beaucoup que je fasse quelque chose, à la fois algérien et marocain. Leur rapport n'était pas très bon à l'époque, il faut dire les choses. Hein. Il y avait à l'époque des gouverneurs généraux qui n'étaient pas faciles, dont le fameux Lacoste. Bon. Alors, il voulait, le roi, arrêter un peu, parce que lui défendait une Algérie algérienne. On les comprend. Bon. On les comprend. Alors que les Français s'obstinaient à dire que l'Algérie, c'était la France. Une histoire de fou, qui a fini tragiquement, vous savez bien. Bon. Et pour le malheur de tout le monde. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt de l'avis du mouvement de Messaliadj, et ce mouvement voulait le maintien du lien avec la France, mais avec un gouvernement autonome et un parlement, algérien qui se tiendrait à Alger. L'immense majorité de la population à l'époque algérienne était pour ça, pas les Européens. Les Européens ne voulaient absolument pas entendre parler de ça, parce que c'était le rapport à indice. C'est ce que je veux dire. Et d'autre part, ils avaient été longtemps partisans du gouvernement de Vichy pendant la guerre, et ils n'aimaient pas De Gaulle, qui avait dit à son discours de Mostaganem, c'était juste avant mon arrivée, « Vous avez compris ». Ils étaient furieux. Quand je suis arrivé là-bas, je les ai vus tous antigolés, violents, mais vraiment furieux. Hein. Comment on livre l'Algérie, etc. J'espère que vous n'êtes pas comme moi. Bon. Vous écoutiez. Entre parenthèses, il avait parfaitement raison. Bon. Mais ils ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient vivre à part. Ils avaient pris l'habitude de se considérer comme citoyens à part entière, depuis le décret Crémieux de 1871, même les Juifs étaient citoyens à part entière, pas un seul musulman, vous m'entendez bien. Même s'ils étaient diplômés de toutes sortes, ingénieurs, enfin, c'était scandaleux. Mais moi, n'est pas trop, moi. Oui, c'est la réalité, hein, c'est ce que vous avez vécu en plus que vous évoquez. Je me disais, ça finira mal. On ne peut pas mépriser les gens d'une manière aussi contrainte. C'est pas sérieux. Surtout qu'il y avait, M. Dézal, il y avait d'un côté 1 million de colons, bien sûr. C'était du 1 à 12, du 1 à 12. Vous vous rendez compte? C'est à ce moment-là déjà, du 1 à 12. Après, ça a été passé très vite, du 1 à 16. Et au moment de l'indépendance, c'était à plus de 20. Non, mais il faut... Oui, mais c'est pas possible. Alors, malheureusement, quand il y a eu les soulèvements dans la vallée de la Soumam, de Kabylie, etc., vous savez bien, alors là, par le FN, du coup, ils ont mobilisé tous les pieds noirs. Moi, j'étais considéré comme pied noir, comme fonctionnaire, et j'ai été mobilisé dans les unités territoriales. Comme j'avais un petit grade dans l'armée, hein, j'avais droit à faire le coup de feu contre les Katibas. Ça ne m'a pas plu du tout. Du reste, on faisait surtout du contrôle sur les hautes. Mais le contrôle de nuit, vous savez, c'est pas très drôle dans la région de Berkel-Kébir. Enfin voilà. Alors ça commençait à me déplaire. Moi, je ne suis pas venu en Algérie pour faire la guérilla. Surtout qu'ils n'ont jamais arrêté un seul ferrière. Ils étaient plus malins que ça. Bon, c'était idiot. Mais enfin, bon. Alors, les pieds noirs étaient devenus farouches. Et naturellement, ils agaçaient même les musulmans. Les pieds noirs agaçaient des commerçants musulmans. Vous voyez, ils leur classaient leur vitrine, enfin, les autres répondaient, alors, vous imaginez l'atmosphère. Et moi, je voyais ça parmi mes élèves du lycée. Il y avait des bagarres
entre les uns et les autres à cause de ça. Bon. Si les parents s'insultaient, les enfants se collaient dessus. Voilà, vous savez, j'en ai vu là-dessus, ça c'était pas drôle. Et vous voyez, quand j'étais obligé de faire de l'histoire, et faire notamment l'instruction civique, souvenez-vous de ce qui est arrivé pour Samuel Paty, voilà ce que je risquais moi aussi. Et là c'était grave, j'étais en Afrique du Nord. Je ne pouvais pas parler de la conquête de l'Algérie. Je me rappelle une fois, un inspecteur général est venu dans ma classe, et je devais leur parler de la conquête de l'Algérie. Alors j'aurais dit, vous allez voir. Alors j'ai fait exprès de les faire parler. Oui. Ils sont parlés, mais alors si vous avez vu, il y avait des jeunes, ils vantaient Abdelkader, ils vantaient Bugeaud est un assassin. Fou, j'ai dit, qu'est-ce que... L'inspecteur général était devenu tout rouge, je ne sais plus quoi. Alors je lui ai dit, vous voyez, monsieur l'inspecteur, je m'excuse, hein. Moi je suis objectif, vous ne pouvez pas, ils n'accepteront jamais qu'on dise qu'ils avaient tort de résister, ils avaient pleinement raison, on a abusé d'eux. Parce que vous savez qu'on avait intervenu à Alger en juillet 1830, non pas du tout pour conquérir l'Algérie, mais parce qu'il y avait à l'époque la guerre de course. Il y avait des gens qui raflaient des navires et mettaient les gens en esclavage. Alors ça c'est vrai. Bon, et puis ils devaient une dette depuis le directoire, je vois, d'Alger. Bon. Mais enfin, de temps en temps, oui, j'ai vécu donc cette époque. Et alors, les unités territoriales me préoccupaient beaucoup parce que vis-à-vis de mes élèves, c'était très gênant. Imaginez un peu, j'étais considéré par certains comme étant de l'Ouest. Alors que j'étais rigoureusement pour rien, je subissais ce système. Parce que c'est l'autorité militaire qui me disait, attention, j'étais fonctionnaire de l'État. Bon. Alors, l'inspecteur général a très bien compris ça. Entre-temps, mon père est tombé gravement malade en France. Alors j'en ai profité pour demander mon... Alors, on m'a récompensé. Ils m'ont nommé, c'est comme ça que je suis venu ici, au lycée international de Lausanne, inspection générale. Pourquoi? Parce que je parlais, j'avais la chance, j'avais fait des études d'allemand, je parlais allemand et l'anglais. Alors là, j'ai été ici au lycée international pendant une dizaine d'années, très heureux, avant d'être dans le supérieur. Vous voyez. Et du lycée international, je suis passé ensuite à Nanterre, l'université de Nanterre se créait à l'époque, hein, et je suis comme assistant d'abord, maître assistant, et puis finalement j'ai soutenu l'agrégation. Alors là, évidemment, définitivement, je suis devenu professeur de faculté, et j'ai finalement été élu à la Sorbonne. Voilà mon parcours, vous voyez. Mais alors j'en conclus, pour en venir à l'Algérie, que malheureusement, c'était mal engagé pour les Français, parce que il y avait d'une part une administration qui était au service de tous et qui faisait bien son travail, mais il y avait malheureusement des populations qui ne pouvaient pas s'entendre. Pour des raisons à la fois religieuses, politiques, parce que chacun, vous savez, les familles juives avaient leur jour de fête, les familles d'origine espagnole, leur cérémonie, en ville, hein, vous voyez ça les uns les autres, et puis les musulmans le vendredi. Bon, il fallait respecter tout le monde. Il arrivait des moments où on ne peut même pas faire une épreuve sur table, parce que ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Je pense qu'on a eu, pendant 150 ans, un rôle important, les Français. Certains ont joué bien le jeu de la formation des habitants. C'est notamment vrai pour les instituteurs de campagne, mais vrai aussi pour les professeurs. Et combien j'en ai connu qui faisaient très bien leur travail. Et beaucoup d'Algériens ont pu faire des études, ont même réussi les grandes écoles françaises, j'en témoigne. Plusieurs de mes élèves ont réussi Saint-Cyr, d'autres, il y en a 2 qui ont fait Polytechnique. Beaucoup ont fait des études supérieures. Et ça, je suis très content des réussites. Moi, j'étais là au service de tous. Ça aurait dû être comme ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça pour les populations. Ni d'un côté ni de l'autre, il faut dire les choses. Hein. Ils avaient fini par se détester mutuellement. Et parfois très cordialement, si l'on peut dire, parfois très méchamment. Même entre les gens dans un appartement pouvaient discuter. C'était agaçant, ça. Tous les pieds noirs tutoyaient les musulmans, fussent-ils des gens de qualité. Vous vous rendez compte que un personnage comme le docteur Sidkara était tutoyé même par des gosses. Et alors quand je disais, mais pourquoi vous tutoyez les Arabes? Oh, mais c'est des sous-hommes pour eux.
Ah, mais c'est habitué ici. Puis, qu'est-ce que tu me dis, le type, il se met à me tutoyer, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Je dis, non, moi je respecte les gens. Moi, pour moi, un monsieur correct, je ne sais pas pourquoi je vais le tutoyer. Il voit ça comme une offense. Non. Alors, même chose, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit accident de voiture. Les deux témoins étaient deux Arabes. Bon. Quand il y a eu le procès, c'est un camion qui avait failli me tuer, évidemment, ils ont voulu témoigner. Eh bien, le juge a dit, ah non, non, vous n'êtes pas citoyen à part entière, il n'est pas question d'avoir votre message. Je lui ai dit en douce, eh bien, monsieur, je vous promets une suite terrible. C'est arrivé, hein. Ah, j'ai appris à quoi me dire, mais c'est pas possible. On est bon, une histoire de fou. Les Juifs avaient droit. J'ai rien contre les Juifs, je n'ai pas dit. Mais une question de justice, une question de correction. Moi, pour moi, tous les hommes et toutes les femmes sont égaux en droit. Bon, ce que je reproche justement à certains musulmans, c'est qu'ils considèrent leur femme comme inférieure à l'homme. Alors là, je dégaine, hein, je ne suis pas d'accord du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, hein, ça c'est inadmissible. Mais les pieds noirs qui considéraient que tous les Arabes étaient inférieurs, non mais... Et ça m'a fini, hein, ils ont dû... Malheureusement, il y en a qui ont perdu. Vous pressentiez, donc vous êtes resté de 1959 Alors 59 à 62, oui. Juste presque au moment de l'indépendance. Et quand vous rentrez en France, vous rentrez avec, entre autres, quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Frédéric Désert, qui est né à Oran. Oui, c'est ça. Il était pieds noirs. J'ai un bon souvenir quand même de l'Algérie, parce que où j'étais, il n'y a jamais eu d'attentat. Vous savez, j'étais à l'ouest d'Oran, dans une magnifique baie, la baie des Andalouses. Tout le monde là était d'origine espagnole ou métropolitaine française. Je ne peux pas dire que j'étais au milieu des musulmans, ça aurait été faux. Alors qu'il y avait des quartiers d'Alger ou d'Oran qui étaient vraiment très densément peuplés. Ça, c'est différent. Alger, c'est déjà très parfait. J'ai assisté malheureusement à des attentats au moment où je faisais passer le baccalauréat à Alger en 1956. Il y a eu des... Oui, parce qu'ils ne voulaient pas de Jacques Soustelle. Alors ils ont fait la guerre au délégué général pour l'Algérie. Hein. Ils avaient refusé 4 trous, ils ont refusé Soustelle. Ah mais il fallait voir, ils faisaient la loi, bêtement. Pérouton, la même chose, enfin, oui, parce qu'ils rêvaient de dominer l'Algérie indépendamment du gouvernement de Paris. Et vous savez qu'il y a eu la révolte des généraux, hein, avec l'Ouest. C'est du reste comme ça que De Gaulle est arrivé au pouvoir. Alors, mais quand il leur a dit, Mossack leur a dit, je vous ai compris, ils ont compris de travers, des deux côtés. Faut mieux en rire, mais c'est triste. Vous êtes retourné après en Algérie, vous avez eu l'occasion de retourner après l'indépendance ou pas? Je ne suis pas retourné. Non. Ça vous manque? Oui, j'ai aimé ce pays. Oui, comme tel, j'ai aimé ce pays. Et les paysages sont magnifiques. Il y a des gens splendides aussi, très bien. Vous savez, les gens qui vivent encore sous les tentes dans l'intérieur, impressionnant. Il y a encore des gens, des nomades, et tout le monde. Et notamment des Bénissacènes, je parlais tout à l'heure. Bon. Ah oui, c'est un beau pays. La population n'est pas commode dans l'ensemble. Elle a raison d'être fière, ils sont très fiers, moi je respecte. Hein. Mais fatalement, ils ne pouvaient pas s'entendre avec les pieds noirs. Il y a une question de mentalité, de religion aussi. Des deux côtés, ils étaient très attachés aux pratiques religieuses, même à certains préceptes très durs. Les mariages mixtes, ils n'admettaient pas, les musulmans, qu'une fille musulmane se marie avec un pied noir catholique, et inversement. Bon. Alors vous voyez que d'ici, quand il y avait des mariages mixtes, ils devaient fuir les pauvres gens. Moi j'ai connu mes étudiantes qui fuyaient leurs parents, elles venaient clandestinement. Terrible. Terrible, vous voyez. Alors du coup, elles filaient en France, hein, en douce. Il m'est arrivé d'arranger ça pour qu'elle parte sans qu'ils puissent savoir où elle était. Terrible, ils menaçaient de mort. Par la famille, par notamment le grand-père.
il y avait des musulmans dont le grand-père était vraiment, à l'époque, c'est pas du tout la mentalité d'aujourd'hui, mais vraiment des tyrans, hein, domestiques. On n'est pas trop. Au nom de la religion, il imposait un mariage à une fille. Et si on n'en voulait pas, et il la malmenait. Non mais. Elle n'avait pas voix au chapitre, tout simplement. Elle avait Ah pas. oui. Voilà, c'était. Du reste, il y a encore des musulmans fanatiques comme ça. Et ça n'a rien à voir, vous savez, avec le Coran. Hein. J'ai lu le Coran, il n'a jamais dit ça, le Coran. Ils ont inventé leur Coran à eux. Ça, c'est pas pareil. Considérant que la femme est inférieure à l'homme. Non mais. Ah oui, mais ça, c'est honteux. On voit les dégâts que ça fait. Alors évidemment, vous savez, il y en a qui m'ont dit là-bas, je te casserai bien la figure, me disait-il. Comment tu défends les femmes? C'est fait pour obéir, les femmes, elles sont là pour vous servir. Malheureusement, avec la situation, l'Algérie, plutôt sur ce point-là de mentalité, elle est en pleine régression. Elle part, vous savez, moi ça me fait de la peine parce que, je ne vous le cache pas, c'est un pays que j'aimais bien, et même les gens, ça me fait de la peine de les voir où ils en sont. Ils sont tellement plus malheureux que la Tunisie et surtout le Maroc. Il n'y a pas de gouvernement solide, il n'y a que des militaires ou des types... Des types, en tout cas, voilà, qui ne voient que leur propre intérêt, c'est ce qu'on disait. Certains s'autorisent même à dire que l'Algérie n'a toujours pas fait son indépendance. Que en 62, mais c'est ce que j'allais dire en conclusion de mon propos. On attend l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance de pensée, l'indépendance de respect des uns et des autres, parce que du bien le respect des uns et des autres. Le drame de l'Algérie, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas voulu se respecter mutuellement. Et bien, vous savez, dans ces cas-là, le divorce peut finir plus dramatiquement. C'est arrivé, mais ça n'a pas pour autant solutionné le problème, parce que actuellement, il y a une surproduction, si l'on peut dire, de populations qui n'ont pas de stabilité, qui n'ont pas de travail. Souvent, il y a un chômage terrible, parce qu'ils ont fait d'affreuses bêtises. Ils ont voulu faire d'abord un régime à la soviétique. J'ai connu ça, moi j'étais gamine, mais les fameux magasins, les oui. souk el-haraj, vous savez, les magasins... Quand j'ai appris ça, j'ai dit c'est possible. C'était une ânerie suprême. Et puis les soviétiques, du coup, et quand il y a eu Gorbatchev, ils s'en est pas mal foutus, ils ont laissé tomber. Hein, c'est la vérité. Bon, ils se foutaient de Boumedienne et compagnie. Hein. Ils ont passé effectivement une économie de marché. Alors après, alors inversement, il y a des types qui en ont profité, froidement, contre tous les autres. Ils ont supprimé les vignobles, alors que c'était une des grandes richesses, croyez-moi. Hein, les coteaux de Marsala, ou je ne sais pas quoi. Mascara, oui. Mascara, pardon, pas Marsala, Mascara. Et c'était vraiment, il y avait des richesses, les agrumes aussi, tout ça, et ils ont trouvé le moyen de supprimer la petite propriété. Or, les Félagas, pardon, pas les Félagas, les Fellas, étaient des gens, surtout, moi j'ai vu ça dans la plaine d'Alger, hein, du côté de Blida, la plaine de la Mitidja, c'est ça? Mitidja, ben, je vous assure, c'était vraiment remarquable. Et il n'y avait pas que des colons, il n'y avait pas que il y avait beaucoup d'Arabes qui vivaient très bien. Et quand il y a eu ça, ils sont devenus malheureux. Parce que quand il y a eu les coopératives d'État, eh ben, c'est eux qui ont été les victimes du système. Et puis ils n'ont pas rétabli normalement la propriété. Sauf les grands ensembles, évidemment. Il y a une erreur, effectivement, bon. Cette fameuse révolution agraire. Et alors, ils ont fondé l'économie sur le pétrole que les Français avaient découvert, hein, à Sirmel, à Simessaïd, etc. Bon, mais ils ont mal utilisé leur production, parce que au lieu de le vendre à de grandes sociétés pétrolières qu'ils ont froidement exploitées, ils auraient dû en profiter pour mettre en valeur industriellement l'Algérie, ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a pas d'industrie alimentaire, métallurgique, de grande capacité. Regardez la différence avec le Maroc. C'est à côté, le Maroc se porte très bien actuellement, surtout dans les nouvelles techniques. Il s'est mis à jour, intelligemment. Bon. Même la Tunisie. Bon, non, mais il faut voir les choses. Hein. Moi, je suis objectif. Eux, ils n'ont pas été capables, alors qu'ils avaient, a priori, beaucoup plus de moyens. Bon, vous savez, le régime lié au FLN, il est coupable. Il a tué l'Algérie, à peu près. Elle a du mal à s'en sortir, c'est pas de la faute des gens, c'est de la faute des dirigeants, ça c'est pas pareil.
Évidemment, je n'irai pas en Algérie, je me ferai aussitôt arrêter. Bon. On vous dit aujourd'hui qu'il y a une certaine cette liberté d'expression, et encore. Je pense qu'effectivement, vous pourriez le dire, mais je pense que ces gens-là sont au-dessus de tout ça. Et que de toute façon, mais regardez, ils promettent des élections, ils ne les font pas. Ou quand ils les font, ils sont truqués. Bon, ben alors à ce moment-là, ce n'est pas de la démocratie. En Tunisie, les élections sont démocratiques. Il y a aussi bien des gens d'opposition que des gens du système. Mais personne, tout le monde respecte les uns les autres. Le président, il est respecté par tout le monde. L'Algérie pourrait être pareil. Pourquoi il y a une différence? Il pourrait y avoir des partis de gauche, des partis de droite, des gens qui représentent les planteurs, des gens qui représentent les gens des villes. Bon, bah, pourquoi pas? Les syndicats, bah, oui, mais c'est ça la vie démocratique. Ça devrait être la vie démocratique de l'Algérie actuellement. Hein, moi, ça m'a étonné qu'en Algérie, quand j'y étais déjà, les gens ne savaient pas qui les représentait. Même le docteur Sidkara n'avait pas le droit, si vous voulez, de représenter des Algériens, puisqu'il était citoyen de seconde zone. Comme, vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas de représentation naturelle, si on peut dire. Et encore aujourd'hui, hélas, ils n'ont pas réellement. Ils ne peuvent pas choisir. C'est ça. C'est leur droit de choisir. Moi, je suis très... Pour ça, je crois, je suis... Si on était aux États-Unis, je ne serais pas pour Trump, parce que ça, c'est le système de Trump qu'ils ont. Hein. Moi, je suis pour Joe Biden. Hein. Bon, non, mais c'est vrai. Moi, j'estime qu'un Parlement doit avoir 2 chambres, un système. Regardez comme marche bien le système allemand. Les Länder. Et vous croyez que l'Algérie ne pourrait pas être comme ça? Qu'il y ait des Länder et tout le monde vivrait bien. Parce que vous savez, il y a un monde entre le Constantinois et puis l'Oranie. Hein. Donc, c'est des entités différentes. L'Algérie, ça n'a jamais été du reste une unité. C'est les Français qui ont fait l'Algérie. Avant, vous aviez des bey et des dey qui dépendaient du gouvernement turc. Quand les Français sont arrivés en 1830, il y avait une organisation turque qui dominait les villes et qui allait du reste se prélever des impôts dans l'intérieur, en exploitant les pauvres fellahs. Ça c'est vrai, hein, dont des Algériens. Hein. Ils faisaient cultiver des champs, ils ramassaient la récolte, ils leur donnaient pas de sous, très peu. Vous voyez, bon, et c'était du turc. Du reste, c'est vrai qu'Erdogan aujourd'hui voudrait bien ramasser tout. La Libye et l'Algérie, hein, c'est pas vrai ce que je dis. Mon dernier mot dans cette interview, l'Algérie, malheureusement, c'est un constat d'échec que je regrette profondément, parce que mon séjour là-bas m'avait amené à aimer l'Algérie. Je vous le dis tel que je pense. Et ça me fait de la peine pour les Algériens. Merci.